Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Visite de Paris. Aujourd'hui, on va se promener dans les sites de crimes politiques ou tentatives de crimes politiques de l'histoire de France. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Certains sont extrêmement connus et d'autres moins. C'est parti. Commençons par un assassinat historique que vous connaissez tous. Je suis ici dans la rue de la Ferronnerie et Henri IV avait quitté ce 14 mai 1610 le Louvre en carrosse pour s'entretenir avec son ministre Sully concernant une nouvelle guerre avec l'Espagne des Habsbourg. N'hésitez d'ailleurs pas à voir ma vidéo sur l'Espagne. Surgit alors un catholique intransigeant qui ne voulait pas de cette guerre contre une nation catholique et assène 3 coups de couteau au roi. Vous trouvez aujourd'hui au sol de la rue de la Ferronnerie une dalle qui rappelle l'emplacement de ce crime. Vous reconnaîtrez les fleurs de lys, mais aussi le symbole de la Navarre. Pour la gloire de Dieu! On trouve aussi une mention de ce crime au-dessus de ces deux portes. Et voilà à quoi elle ressemblait en 1865. Je trouve que ça avait l'air beaucoup plus propre à l'époque. D'ailleurs, regardez ce passage de ma dernière vidéo. On trouve par exemple au 93 de la rue Saint-Honoré la boutique de l'apothicaire d'Henri IV, dans laquelle il aurait reçu des soins après avoir été poignardé par Ravaillac le 14 mai 1610. Et regardez cette inscription sur la rue des Grands Augustins dans le 6e arrondissement. Et oui, c'est à cet emplacement que Louis XIII a appris la mort de son père. De son côté, Ravaillac finit exécuté en place de Grève, c'est-à-dire place de l'Hôtel de Ville. Restons dans le quartier du Louvre, et même carrément dans la place du Carrousel. Et oui, il y avait ici un véritable quartier au début du 19e siècle. On est le 24 décembre 1800 et Bonaparte se dirige vers l'Opéra qui se trouve alors dans l'actuel square Louvois. Alors que son carrosse se trouve sur la rue Saint-Nicaise, une machine infernale posée sur une charrette explose. Pour vous donner une idée, cette rue Saint-Nicaise se trouvait dans le prolongement de la rue Richelieu, traverser la rue de Rivoli qui n'existait pas et entrer dans l'actuel carrousel du Louvre. Toujours est-il qu'on assiste à un attentat précurseur de la voiture piégée. L'attentat fait 22 morts et dégrade sévèrement 46 maisons de la rue Saint-Nicaise. Mais le futur empereur en ressort indemne. Cet attentat avait été perpétré par des royalistes qui avaient préparé l'attentat rue du Paradis. François Carbon et Saint-Régent sont condamnés à mort, alors que Joseph Picot de Limoëlan parvient à fuir vers les États-Unis. Et regardez à quoi ressemblait l'actuelle place du Carrousel, là où je me trouve, en 1827. Vous pouvez voir l'Arc du Triomphe du Carrousel et le Palais des Tuileries qui a été détruit pendant la Commune. D'ailleurs, quasiment au même endroit, donc à peine à 50 mètres, même si cette fois la rue de Rivoli existe déjà et au niveau de l'actuelle rue de Rohan, un attentat anarchiste vise le 31 mai 1905 le roi d'Espagne et le président français Émile Loubet. C'est un échec, mais l'attentat blesse 22 personnes et les autorités ne mettront jamais la main sur les coupables. On est en 1572, je me trouve dans d'étroites rues médiévales et la tension est à son comble entre catholiques et protestants en France. Tous les chefs protestants sont à Paris pour le mariage d'Henri de Navarre, le futur Henri IV, et Marguerite de Valois, la sœur du roi. Le 22 août, une tentative d'assassinat a lieu contre l'amiral de Coligny, un chef protestant. La tension est à son comble, et le roi, exaspéré, finit par ordonner le massacre des chefs protestants. Mais alors, tous les autres, toute la France doit y passer avec lui. Pas un seul ne doit rester. Pas un seul qui puisse venir m'en faire le reproche. Cette fois-ci, l'amiral de Coligny est bel et bien assassiné dans son lit, sur la rue de Béthisy qui n'existe plus. Achevé, il est défenestré. D'ailleurs, cette rue de Béthisy se trouvait à l'intersection de la rue de Rivoli avec la rue du Pont-Neuf. Son corps finit exposé au gibet de Montfaucon, j'en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo du Paris sombre. Et bien c'est ici qu'étaient exposés les condamnés à mort, du début du XIe siècle jusqu'au règne de Louis XIII. Le problème, c'est que ces attaques qui devaient se concentrer sur les chefs protestants se généralisent, et le tocsin de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois marque le début d'un massacre généralisé. Le nombre de victimes est difficile à estimer, mais ils furent probablement plus de 3000 rien qu'à Paris. On fait un bond de 22 ans en avant. On est le 27 décembre 1594 chez Gabrielle d'Estrées, maîtresse et favorite du roi Henri IV. L'année précédente, Henri IV s'était finalement converti au catholicisme, ce qui avait mis fin aux guerres de religion et lui avait ouvert les portes de Paris. Mais le roi est toujours haï par les membres de la puissante Ligue catholique. Pendant une audience royale, un jeune homme, Jean Châtel, tente de poignarder le roi mais le blesse seulement à la lèvre. Jean Châtel finit écartelé. Le père Guignard, condamné pour complicité morale, est lui aussi exécuté. La maison du père de Jean Châtel sur l'île de la Cité est rasée et on construit sur son emplacement une pyramide hostilo-jésuite, qui sera finalement détruite en 1603. En fait, cet acte a été commis dans l'hôtel du Bouchage, qui se trouvait au niveau de l'actuelle rue Marengo. L'hôtel a été détruit en 1854 au moment du percement de la rue de Rivoli.
Et je reste dans le premier arrondissement pour vous parler du meurtre de Lepelletier de Saint-Fargeau, député montagnard qui était pourtant marquis et avait voté la mort du roi Louis XVI en 1793. Alors qu'il se trouve chez le restaurateur Favrier, au niveau du 114 de la Galerie Valois à l'intérieur du Palais Royal, un ancien garde du roi le reconnaît et lui dit « C'est toi, scélérat de Lepelletier, qui a voté la mort du roi !» Il lui enfonce son épée et lui dit « Tiens, voilà ta récompense !» Saint-Fargeau est transporté chez son frère au 8 de la place Vendôme et décède le 20 janvier 1793, la veille de l'exécution du roi. Et il est érigé en véritable martyr de la Révolution. D'ailleurs, regardez les prix du restaurant actuel. La formule midi est à 145 €. Et si vous avez un peu plus faim, laissez-vous donc tenter par ce menu à 305 €. D'ailleurs, je reste dans cette galerie Valois car 6 mois plus tard, le 13 juillet, une jeune Normande, Charlotte Corday, fervente révolutionnaire désormais écœurée par les excès de la Révolution, achète un couteau au coutelier Badin au 177 de la galerie. Donc souvenez-vous-en. Et en sortant du Palais Royal, une plaque nous rappelle l'emplacement où la France a signé l'acte de cession de la Louisiane aux États-Unis. J'ai d'ailleurs consulté mes followers Instagram sur cette question. En 1803, Bonaparte cède la Louisiane aux États-Unis. Je vous ai donc demandé votre avis. A-t-il eu raison? Et sur plus de 400 votants, vous êtes 75% à penser que Bonaparte a eu tort. Donc oui, je sais bien que c'était difficilement tenable. Je pense que beaucoup de gens ont répondu avec le cœur. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour pouvoir participer à ce genre de sondage. Je marche une minute et j'arrive sur le square Louvois où se trouvait un opéra. D'ailleurs, c'est vers cette salle de spectacle qui n'existe plus que se dirigeait Bonaparte le jour de l'attentat de la rue Saint-Nicaise. On est dans la nuit du 13 au 14 février 1820 et le duc de Berry est dans cette fameuse salle d'opéra. Le duc de Berry, c'est le grand espoir des monarchistes français. Il est le neveu du roi Louis XVIII qui n'a pas d'enfant. Mais Louis-Pierre Louvel, un ouvrier bonapartiste, a d'autres projets et poignarde ce fils du futur Charles X et donc l'héritier au trône. Et alors qu'il agonise, le duc de Berry demande que son assassin ne soit pas condamné à mort. En fait, la femme du duc était enceinte et quelques mois plus tard naîtra son fils, comte de Chambord. Louvel est guillotiné pour son acte et Louis XVIII fait raser l'opéra de la rue Richelieu. Un monument expiatoire est alors construit, mais il sera rasé après la Révolution de 1830. Et écoutez cette incroyable coïncidence de l'histoire. Vous voyez ici l'immeuble où Zola a écrit « J'accuse » sur la rue Montmartre. Mais on passe maintenant en 1914, et depuis l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo le 28 juin, Jean Jaurès s'efforce d'éviter l'escalade qui semble conduire à une guerre mondiale. Mais ces efforts ne sont pas du goût du nationaliste français Raoul Villain, qui assassine Jean Jaurès de 2 coups de feu alors qu'il dînait au Café du Croissant. Cet assassinat est un véritable traumatisme pour la gauche pacifiste. De son côté, Raoul Villain finira par s'exiler à Ibiza et sera abattu par des anarchistes en 1936, c'est-à-dire au début de la guerre civile espagnole. On est en 1857 et des patriotes italiens veulent faire payer à Napoléon III son soutien aux états du pape qui empêchent l'unification italienne. Alors que le convoi impérial se trouve sur la rue Lepelletier en face de l'opéra, alors oui, l'opéra se trouvait rue Lepelletier, donc alors que le convoi passe rue Lepelletier, Felice Orsini et 3 de ses compères lancent 3 bombes sur le convoi. Et même si la berline de l'empereur se renverse, il sort indemne de l'attaque qui tue 12 personnes. L'impératrice Eugénie est aussi indemne, mais couverte de sang. Felice Orsini et Giovanni Pieri sont condamnés à mort. Et pour l'anecdote, Carlo Di Rudio s'échappera de son bagne en Guyane, intégrera l'armée américaine et participera même à la défaite américaine de Little Big Horn contre les Cheyennes et les Sioux. On est maintenant en mars 1914 et Henriette Caillot, épouse du ministre des Finances Joseph Caillot, estime que son mari est injustement et constamment attaqué par le journal Le Figaro. Elle décide donc de se rendre en personne au siège du journal, situé au 26 rue Drouot. Elle est donc reçue par le directeur du journal, Gaston Calmette. Et alors qu'elle pénètre son bureau, elle lui tire 6 fois dessus. Et 2 de ces tirs atteignent Monsieur Calmette qui meurt dans la nuit. Au cours du procès, son avocat plaide le réflexe féminin incontrôlé. Et Madame Caillot est acquittée. Je prends maintenant le métro direction Place de la Bastille et regardez ce monument aux morts dédié aux agents de chemin de fer morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. On est en 1356 et la guerre de Cent Ans fait rage. La France a été humiliée à la bataille de Poitiers, le roi Jean le Bon est fait prisonnier et son fils Charles assure la régence. Le fait est qu'il augmente considérablement la pression fiscale pour continuer la lutte. C'est alors qu'Étienne Marcel, prévôt des marchands et une sorte de maire de Paris, affirme son pouvoir face au régent et s'arroge un pouvoir politique considérable. Cet affaiblissement du pouvoir royal est inacceptable pour le régent, qui finit par réagir.
Étienne Marcel est jeté du haut de la porte Saint-Antoine. Et pour vous donner un ordre d'idée, cette porte Saint-Antoine se situait plus ou moins à l'emplacement de la forteresse de la Bastille. On est en septembre 1792 et la folie populaire va se déchaîner contre les opposants à la Révolution. Ce sont les fameux massacres de septembre. Une foule se masse face à la prison de la Petite Force, à la jonction entre le 22 rue Pavé et le 22 rue Malher. Vous distinguez d'ailleurs toujours un pan du mur. Les émeutiers pénètrent la prison et organisent un simulacre de procès à la princesse de Lamballe, amie très proche de la reine. Un juge prononce, je cite, « qu'on élargisse madame ». Elle est alors jetée dans la rue. Voyant la foule, la princesse crie « Je suis perdue !» et elle est lynchée par la foule. Son corps est traîné sur la rue du Roi de Sicile et on lui arrache la tête qu'on va ensuite exposer face à la cellule de Marie-Antoinette dans la prison du Temple. On est en 1407 et deux familles se disputent la régence puisque le roi Charles VI sombre de plus en plus dans la démence. Et face à l'influence grandissante de Louis Ier d'Orléans, frère du roi, son cousin Jean sans peur, duc de Bourgogne, qui voit le pouvoir lui échapper, organise son assassinat. Ce guet-apens a probablement eu lieu dans cette impasse des Arbalétriers, entre la rue Vieille du Temple et la rue des Francs-Bourgeois. Ce meurtre politique provoque ensuite la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, dans le but de contrôler la régence de Charles VI, devenu complètement fou. On est le 21 juillet 1789 et l'effervescence révolutionnaire est à son comble. Le 14 juillet, la foule avait pris la forteresse de la Bastille et la tête du commandant de la forteresse, le marquis de Launay, avait fini sur une pique. Monsieur le gouverneur, si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. On joue! Feu! Feu, par Dieu! Le fait est que Louis XVI avait pourtant cédé. Il avait rappelé Necker, reconnu l'Assemblée nationale et la Commune de Paris. Mais les révolutionnaires, pourtant satisfaits, n'arrivent pas à contrôler les agissements spontanés. Le ministre des Finances de Louis XVI, Jean-François Fouillon, est arrêté à Viry-Châtillon et conduit à Paris malgré ses 75 ans, pieds nus et la bouche pleine de foin. À son arrivée à Paris, il est pendu à un réverbère de cette rue de la Verrerie. Sa tête est placée sur une pique et on conduit son gendre, Berthier de Sauvigny, place de l'Hôtel de Ville où il est également pendu. On est en 1835, boulevard du Temple à Paris, et le retour de la monarchie, même constitutionnelle, ne satisfait pas les républicains. Au 42 boulevard du Temple, Giuseppe Fieschi, corse et vétéran des guerres napoléoniennes, prépare avec deux compères un attentat à la machine infernale contre Louis-Philippe Ier. Et alors que le roi passe en revue la garde nationale, la bombe explose au niveau du 50 boulevard du Temple. Le roi est à peine touché, mais 18 personnes perdent la vie. Parmi les victimes, le maréchal Mortier, qui, comme Fieschi, était un vétéran des guerres napoléoniennes. Et après le procès, Giuseppe Fieschi et ses deux compères finissent guillotinés. On est le 6 mai 1932 à l'hôtel Salomon de Rothschild dans le très chic 8e arrondissement. Et le président de la République, Paul Doumer, inaugure un salon littéraire lorsqu'il est mortellement blessé par 2 coups de feu. Transporté au 208 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, il décède le lendemain. D'ailleurs, le très sympathique personnel de l'hôtel a bien voulu me montrer le lieu exact du crime. L'auteur des coups de feu, Paul Gorgolov, un citoyen russe anti-bolchevique, aurait assassiné le président français à cause de son faible appui pour les Russes blancs et il finit guillotiné. Et je vous rappelle que l'assassinat de Sadi Carnot, un autre président de la République, a eu lieu à Lyon. Porte Dauphine. On est en 1944 et Pierre Brossolette, résistant de la première heure et qui a rejoint Charles de Gaulle à Londres, participe à sa 3e mission en France. Le seul problème, c'est qu'il est reconnu par une collaborationniste lors d'un contrôle de la Wehrmacht. Il est alors transféré au siège de la Gestapo à Paris, au 84 de l'avenue Foch. L'année précédente, un certain Jean Moulin avait été incarcéré au même endroit. On arrive au 22 mars et après 2 semaines de torture et sans avoir livré aucun nom, il profite de la pause déjeuner de son gardien pour se jeter par la fenêtre du 5e étage et décède quelques heures plus tard. Et pour cette nouvelle affaire, je reste dans le métro. Me voici ici sur le quai du métro Barbès. On est le 21 août 1941 et les Allemands occupent la France depuis plus d'1 an. Mais surtout, l'Allemagne a envahi l'URSS 2 mois plus tôt et les communistes sont entrés activement dans la résistance. C'est donc sur ce quai que Pierre Georges, plus connu comme le colonel Fabien, abat un militaire allemand qu'il pensait être un officier, Alphonse Moser. Il s'agissait en fait d'un auxiliaire d'intendance. En représailles, 3 communistes sont exécutés le 28 août. De son côté, depuis Londres,
De Gaulle exprime son désaccord tactique, mais son soutien moral. Vous vous souvenez quand on était au Palais Royal, la Normande Charlotte Corday avait acheté un couteau dans le but d'assassiner le révolutionnaire Jean-Paul Marat. En 1793, alors que la révolution se radicalise, Marat cherche à amplifier la tendance avec son journal L'Ami du Peuple, qui réclame d'ailleurs 100 000 têtes supplémentaires. Je demande 100 000 têtes. Faites tomber 100 000 têtes. Charlotte Corday, initialement ouverte aux idées nouvelles et sympathisante des idéaux de la Révolution, est écœurée par l'orientation des événements. Elle se rend donc au domicile de Marat, c'est-à-dire aux 30 rue des Cordeliers, aujourd'hui 18 rue de l'École de médecine. Donc bon, l'aspect architectural de la rue n'a plus rien à voir. Par exemple, cette maison à Tournelle est démolie en 1876. Et après avoir insisté pour le rencontrer, elle poignarde le révolutionnaire dans sa baignoire. Charlotte Corday finira guillotinée pour son acte. On est en juin 1944, les Alliés viennent de débarquer en Normandie et la résistance a besoin de se débarrasser coûte que coûte de Philippe Henriot, le chef de la propagande de Vichy, dont le talent oratoire indéniable en fait une pièce maîtresse du régime. On nous dit que nous ne sommes pas des patriotes, nous qui acceptons le fait de la défaite, qui en avons le cœur aussi meurtri et aussi déchiré que vous, mais qui entendons partir de là courageusement pour faire les efforts nécessaires et remonter avec des méthodes françaises, sous des chefs français, pour assurer un relèvement français. Et c'est vous qui nous dites que nous ne sommes pas des patriotes, vous qui avez tellement perdu la foi dans votre patrie, que vous ne comptez plus que sur l'étranger pour lui rapporter ce qu'elle a perdu. Le 28 juin, une quinzaine de résistants munis de faux papiers pénètrent le ministère de l'Information au 10 de la rue Solferino et abattent Philippe Henriot. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce bâtiment du 10 de la rue Solferino sera le siège du Parti Socialiste de 1981 à 2018. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur X, anciennement connu comme Twitter. On se voit pour ma prochaine vidéo.